Abidjan, Bamako, Londres. Le Premier ministre français, M. Manuel Valls, était devant les 577 députés qui composent l'Assemblée nationale de France ce mardi 8 avril 2014 pour son discours de politique générale. On note que le nouveau locataire de Matignon a réussi son oral tout en engageant son équipe dans une nouvelle étape du quinquennat. Il a rendu hommage à son prédécesseur Jean-Marc Ayrault, puis il a défini les priorités de son gouvernement. Contenu dans une batterie de mesures dominées par la réduction des impôts des ménages, la diminution du coût du travail, l'économie sur les dépenses publiques. Event News TV, votre télé au cœur de l'info et au cœur de l'événement, a tendu son micro à certains députés de la République pour avoir leurs sentiments sur le discours du Premier ministre. À la fin de l'audience au niveau de l'Assemblée nationale, 306 députés sur 239 ont approuvé la politique du gouvernement. Une idée, moi je suis rugby, je suis pas foot. Je fais pas 2-0 pour vous faire plaisir, mais j'y comprends rien. Autre chose, le speech de Manuel Valls, c'était comment? C'était vraiment un discours de cantonal, quoi. Et il n'a rien oublié. C'est extraordinaire. On avait l'impression d'avoir affaire à un VRP qui vendait un produit. Mais ce qui est extraordinaire quand même, c'est d'assister à un tel réquisitoire contre Ayrault, quoi. Parce que c'était vraiment voilà, maintenant moi je vais être bon, lui il a tellement été mauvais, quoi, parce que moi j'ai noté vraiment point par point tous les éléments de son discours, trop d'impôts, de l'insécurité, pas d'écologie, du désordre, problème d'identité. Enfin par moment on se disait mais c'est qui parle là, c'est Marine Le Pen ou c'est Valls? Problème avec l'Europe, nécessité de renégocier nos relations avec l'Europe. On se disait tiens qu'est-ce qui se passe, quoi, bon. Et pauvre Ayrault, quoi, voilà. Parce que vraiment ça a été un réquisitoire contre l'ancien Premier ministre qui a quand même travaillé, me semble-t-il, sous la direction d'un président de la République. Qui a nommé M. Valls. Quel est le point qui vous a plu quel est le point qui vous a plu dans tout ce qu'il a dit? Rien, parce que je vous dis, c'était vraiment la fin, quand il a dit que ce qui faisait la grandeur de la France, c'est qu'un homme venu d'Espagne pouvait être Premier ministre. Mais il oublie l'histoire, parce qu'avant lui, il y a eu Mazarin, il y a eu Richelieu, il y en a eu beaucoup, qui venaient d'ailleurs. Il y a eu Marie-Antoinette, qui venait d'Autriche. Enfin, je ne lui souhaite pas la fin de Marie-Antoinette, bien sûr. Est-ce que c'est un discours FN compatible? Il y a des moments où c'était un peu FN, oui. Oui, quand il a parlé de l'identité, quand il a parlé de la beauté de l'histoire, de la beauté de la langue. Oui, mais enfin, bon, on sait très bien que tout ça, c'est du blablabla, quoi, parce que, bon, il est dans le discours, mais il n'est pas dans la réalité. Ce qui était l'UMP qui ne votera pas la confiance, alors que lorsqu'il s'agit de voter les uns pour les autres dans des élections contre nous, ils sont une confiance totale, quoi. C'est d'un comique, franchement... je vois que ça vous fait rigoler, mais vous avez raison, parce que c'est drôle, effectivement. Ouais. Ils n'ont pas confiance ici, mais quand il faut voter les uns pour les autres, ils ont une confiance totale. Je vous fais répéter, M. Collard. Je ne sais pas s'ils misent sur l'unité nationale, car quand je vois nos collègues de droite de fait, il les a un peu séchés, il faut le dire. Merci. Les politiques qui sont proposées, Manuel Valls a eu une attitude, je crois, à la fois précise dans l'agenda. Il y a un certain nombre d'annonces qui sont datées. Des mesures qui concernent les Français qui souffrent, et je crois que ça c'est vrai que c'est la leçon des municipales, et des mesures de développement et de croissance. Pour moi c'est une vraie possibilité d'avoir un départ nouveau de la politique que nous devons conduire, la politique de réforme qui doit être conduite en France. Ça c'est nouveau en plus pour les bas salaires, c'est suffisant? Ce qui a été annoncé, ce n'est pas que ça, si vous regardez bien l'ensemble des mesures qui a été annoncé. Ça, c'est une des mesures précises qui donne 500 € de plus, c'est-à-dire à peu près un demi-13e mois au SMIC et jusqu'à 3,5 fois le SMIC avec un effet de ciseau. Il y a d'autres mesures, notamment le travail sur les impôts pour les Français qui sont rentrés récemment dans l'impôt sur le revenu. Je pense qu'il faudra analyser le discours un peu plus à froid pour voir toute cette politique-là de retrouver les classes populaires. Je crois que c'est très important. Est-ce qu'a priori, le
surpris, heureusement surpris. C'est un discours très difficile parce qu'on sait que les finances du pays, les contraintes sont complexes. Et il y avait beaucoup d'audace, beaucoup de volonté réformatrice, tant sur la question des cotisations sociales payées par les entreprises comme par les salariés, donc le pouvoir d'achat, que sur la question des collectivités, de la fin du millefeuille territorial. Il y avait une volonté réformatrice, une audace réformatrice qui nous a enthousiasmés. Vous avez vu d'ailleurs que le groupe s'est levé d'un seul homme. Et je pense que la confiance sera votée très largement par le groupe, parce que ce discours le mérite. Il peut aider à ressouder la majorité ? Oui, je le crois, parce que qu'est-ce qu'on demandait? On demandait la confirmation d'un cap sérieux en matière de gestion des finances publiques, une inflexion sociale, et on a tout ça plus une volonté de réforme sur les collectivités territoriales comme sur les cotisations payées par les salariés ou par les entreprises, qui va presque au-delà de ce à quoi on s'attendait. Donc ce discours qui est fait d'énergie, de volonté, voilà, nous redonne un peu du moral, du souffle, et Dieu sait si on en a besoin. Non, non, c'est Cherki fera comme il voudra, c'est Cherki fera comme il voudra. Moi je vous dis que le groupe majoritaire va voter très largement la confiance, plus largement que ce que vous annonciez ces derniers jours. Et je pense même que sur d'autres bancs de l'Assemblée, on va avoir des heureuses surprises après un discours comme celui-là. Retenez confiance à cette majorité pour aller bien pour la suite du quinquennat et pour la nouvelle ère de ce quinquennat. La confiance, il nous l'a donnée puisqu'on va la voter. Il nous a surtout donné envie à nouveau de retrousser les manches. Parce que les réformes qu'il a dessinées sont des réformes très difficiles que personne n'a jamais tentées dans le pays. S'attaquer frontalement au millefeuille territorial, s'attaquer frontalement à la question des charges, des cotisations pesant sur le travail, c'est des réformes dont on parle depuis 20 ans que jamais personne n'a osé faire. Et donc on sait qu'il va avoir besoin d'un coup de main. Non seulement on va lui voter la confiance, mais on va être soudés derrière lui pour réussir ces réformes. Un peu comme un tambour. Vous savez, un tambour, ça fait du bruit, et puis il n'y a rien dedans. Et je suis consterné. Le constat était implacable. Il a bien décrit la situation du pays. Et puis après, rien. Le pacte de responsabilité et une réforme territoriale en 2021. Je ne pense pas que les Français vont manger avec une réforme territoriale en 2021. Donc c'est une plaisanterie, une mauvaise plaisanterie pour notre pays. Une très triste plaisanterie pour notre pays ce soir. Vous ne voterez évidemment pas la confiance. Mais comment puis-je voter la confiance pour un gouvernement qui propose exactement ce que proposait M. Ayrault? Donc le style a changé. Voilà. Mais le fond est identique, rigoureusement identique. Et je pense que les Français vont réagir très vigoureusement aux élections européennes, car le peuple français n'aime pas être bafoué à ce point. Merci. Un diagnostic implacable sur les 2 ans de gouvernement, et d'ailleurs même un réquisitoire contre ses propres résultats de ministre de l'Intérieur. Augmentation des cambriolages, il avait toujours dit non aux questions d'actualité. Là, il reconnaît que la réalité est celle-là et que son bilan de ministre de l'Intérieur est très faible et pas du tout celui qu'on annonçait. Et puis alors après, c'était la confirmation du pacte de responsabilité, c'est-à-dire 30 milliards. Mais à 2020 ou 2021, si on a bien compris, aux alentours de 2020, au fond, parce qu'il y aurait en même temps une réduction ou une suppression de la surtaxe de l'impôt sur les sociétés aussi, tout ça aux alentours de 2020, qui n'est pas l'horizon de survie du Premier ministre. Donc on peut se poser vraiment des questions sur la réalité de ce qu'il va faire dans les mois et les semaines qui viennent. Et puis il y a eu un moment assez incroyable qui était de dire il faut réformer structurellement notre pays. Nous, on est d'accord, il faut réformer structurellement nos politiques sociales comme nos politiques économiques. Et là, le Premier ministre a cité la réforme des collectivités locales. Mais la réforme des collectivités locales, en citant à nouveau un horizon qui dépasse toujours sa zone de survie, c'est-à-dire 2021. Suppression de la moitié des régions, on a vu d'ailleurs la tête de Ségolène Royal s'assombrir. Suppression des départements, il a dit il faut voir quand même, il faut voir comment on peut faire. Suppression de la clause de compétence générale, c'est très bien, Nicolas Sarkozy l'avait déjà supprimé, les socialistes l'avaient rétabli, donc formidable, on a fait du surplace pendant 2 ans. Bref, aucun souffle, pas d'idées nouvelles, une sorte de volontarisme béat, puis un certain nombre de perles aussi d'évidence du style la croissance c'est la confiance, l'emploi c'est les entreprises, il n'y a pas de justice sans force, enfin bon voilà un certain nombre de portes ouvertes qu'on entend trop souvent. La France elle a besoin d'autre chose, elle a besoin d'un autre niveau, elle a besoin d'autres ambitions, il n'y a ni vision ni perspective dans ce discours. Sur les 50 milliards, est-ce que le compte
J'ai calculé, il a fallu attendre 27 minutes pour avoir l'ombre du début d'une virgule d'une proposition qui est en fait le détail de ce qu'avait déjà annoncé le président de la République. Avec toujours le même problème. On nous dit où sont les nouvelles dépenses, en l'occurrence fiscales, mais on n'a toujours pas l'ombre du début d'une virgule de la liste des recettes, c'est-à-dire des économies de fait que va réaliser ce gouvernement. Et donc je sors en étant déçu parce que j'ai rien de nouveau, rien à me mettre sous la dent, j'ai toujours pas de ligne politique et économique et je ne sais toujours pas comment on va financer le pacte de responsabilité. Sur les régions, M. Labarre, est-ce que c'est une bonne idée d'en supprimer la moitié? J'ai un problème de cohérence dans l'ensemble des 4 propositions qui nous ont été faites sur les collectivités locales. On nous dit on va supprimer la clause de compétence générale. Je rappelle que ça avait été fait, qu'ils sont revenus dessus il y a à peine 6 mois. Bonjour la cohérence. Et deuxième, surtout, problème d'incohérence. Sur la réforme des collectivités locales, il y a 2 théories en France. Il y a une première théorie qui consiste à dire on agrandit les régions, mais on maintient les départements. Théorie Raffarin. Il y a une deuxième théorie qui consiste à dire on supprime les départements et on conserve les régions en état. Et là apparaît une troisième proposition qui consiste à dire on divise par 2 le nombre de régions, mais on supprime les départements. C'est pas cohérent. Donc on a un problème de cohérence institutionnelle par rapport à ça. Et puis surtout, de qui se moque-t-on? Quand on est un gouvernement courageux, on fait des réformes maintenant. Pourquoi nous dire qu'on va supprimer les conseils généraux à horizon 2021, c'est-à-dire 3 ans après la prochaine présidentielle? Ça n'a pas de sens. Soit on considère que c'est une réforme importante, et je pourrais la partager, parce qu'à titre personnel, je suis favorable à la suppression du conseil maintenant dit départemental. Mais pourquoi le repousser au calendrier grec? Quelle est cette mécanique de réforme qui consiste à dire je l'envoie plus tard, parce qu'effectivement, il faudra peut-être le faire un jour. C'est pas ça une réforme. Soit on considère qu'il est nécessaire de revoir le millefeuille territorial et on le fait maintenant, soit effectivement on se tait. Si. Sous le soleil. On nous dit j'ai 50 milliards de pactes et je dois donc faire 50 milliards d'économies. Est-ce que ce soir, cet après-midi plutôt, vous êtes plus avancé sur les économies en question? Moi non. J'en ai compté 39. Puisqu'on nous a dit 19 sur l'État, 10 sur les collectivités locales, 10 sur la sécurité sociale. Chez moi, 19 plus 10 plus 10, ça fait 39 et pas 50. Donc déjà, il nous manque 11 milliards. Mais surtout, les économies, on les fait où? Moi, je veux bien qu'on me dise 19 milliards d'euros. Pourquoi pas? C'est quoi les 19 milliards d'euros? C'est quoi le contenu? 10 milliards d'euros d'économies sur la sécurité sociale, ou plutôt sur l'assurance maladie. C'est où? C'est quoi? On dérembourse des médicaments? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? C'est bien d'aligner des chiffres. Mais moi, j'aimerais qu'on me dise concrètement où sont les milliards en question d'économies, qu'on commence à faire la liste. Parce que moi, je peux vous dire, si vous voulez maintenant, je vais faire 28 milliards d'euros d'économies sur l'État, 25 sur les collectivités locales et 18 sur l'assurance maladie. Ça n'a pas de sens. Qu'on me dise où on les fait. Et ça, pour l'instant, j'ai rien de nouveau en la matière. Son propre parcours de jeune espagnol devenu français et devenu Premier ministre de la France. Ça, c'est une trajectoire qui, je pense, a dû émouvoir beaucoup de monde dans notre pays, parce que nous sommes un pays généreux et que c'est un beau parcours républicain. Pour le reste, je vous avoue une grande perplexité. D'abord, je ne l'ai pas trouvé très bon à l'oral, qui n'est pas un immense orateur. Puis deuxièmement, en dehors de reculer sur les rythmes scolaires, et j'ai cru comprendre aussi sur la réforme pénale, qu'il vient discuter la semaine prochaine, et qu'il ne sera pas, j'ai pas vu de politique vraiment nouvelle. Les réformes de structure importantes et nécessaires, par exemple sur les régions, les départements, que nous avions initiées sous Nicolas Sarkozy, qui ont été interrompues il y a 2 ans par Jean-Marc Ayrault, ces réformes sont repoussées au calendes, c'est-à-dire à 2017, 2018, après les élections présidentielles. Or, le changement, c'est maintenant, comme disait l'autre. Et gouverner, c'est gouverner et choisir maintenant. Donc ces réformes ne sont pas là. Ce que l'on a, c'est quelques réductions de charges pour baisser le coût du travail, surtout pour les salariés les plus faibles, les SMIC. Mais je ne vois pas là-dedans de quoi relancer l'industrie, de quoi relancer la croissance de notre pays.
Et je vois surtout un discours sur l'Europe qui, à mon avis, va poser problème. Parce qu'on voit bien que la tentation, c'est de gagner du temps, de dire qu'on ne va pas faire d'économie trop vite parce que ça va casser la croissance. Donc on va dire à l'Europe, donnez-nous du temps, avec le risque non seulement d'affaiblir, comme on l'a déjà vu hier à Berlin, le coup franco-allemand, de nous mettre à dos l'ensemble des institutions européennes et à terme de nous faire sanctionner par les marchés parce que tout ça est quand même financé par la dette. Donc cette année, on va probablement atteindre 100% du PIB, la dette va atteindre 100% du PIB. Je ne vois pas que le chômage va baisser parce qu'il n'y a rien là-dedans qui permette de relancer la croissance. Et je pense que ce gouvernement va être rapidement aux prises avec beaucoup de difficultés. On sent un Premier ministre contraint parce qu'il n'a pas la majorité qu'il faudrait pour mener une politique de relance de l'offre. C'est pourtant ce qu'avait dit le président de la République au début de l'année. Je suis social-démocrate, je crois aux entreprises, donc je veux aider les entreprises. Il n'a pas la majorité pour le faire et ça donne un discours assez alambiqué, peu clair et finalement une dénonciation de l'Europe en fin de parcours. Donc tout ça n'est pas bon et assez inquiétant pour notre pays. J'ai le regret de le dire parce que je n'éprouve aucune espèce de satisfaction de voir un gouvernement qui continue à s'enfoncer au fond dans l'immobilisme. C'est moins Valls d'ailleurs qui est le responsable de tout ça que le président de la République qui n'arrive pas à choisir un cap pour notre pays et qui passe son temps à gouverner comme il le faisait à Solferino entre les différentes tendances de sa majorité parlementaire. L'opposition, vous avez beaucoup chahuté Manuel Valls. Qu'est-ce que vous avez pensé du style de Manuel Valls? Non, doucement, va, oui. on pousse pas. Qu'est-ce que Le style, c'est un mec qui a la pêche, qui est dynamique, c'est un vrai capitaine d'équipe. Ça change de Jean-Marc Ayrault? Faut faire les comparaisons utiles. Pardon, des choses qui ne sont pas dans la réalité. C'est-à-dire que l'on veut faire prendre des vessies pour des lanternes aux Français. Donc il est normal quand le Premier ministre nous dit qu'il va faire des réformes profondes pour la France, qu'il en a besoin tout de suite, mais en 2016, 2017, 2021, il est normal qu'on réagisse brutalement, oui. Vous étiez mis d'accord avec l'ensemble de l'UMP pour chahuter un peu le Premier ministre, pour le déstabiliser? Non. À l'Orient Group, on ne discute pas de ça. C'est une réaction spontanée. Vous savez, le même gouvernement, parce qu'il y a très peu de nouveaux, pour faire la même politique, qu'est-ce qu'il y a comme changement? Uniquement la tête du Premier ministre. Ce n'est pas suffisant et M. Hollande là, a une grande responsabilité devant les Français. Parce que malheureusement, la même politique va nous conduire dans le mur. Donc M. Valls a expliqué qu'il allait continuer à faire la même chose. Ah si, on va supprimer les départements en 2021. Ça fait une belle jambe aux Français qui ont besoin de pouvoir d'achat aujourd'hui, une belle jambe aux entreprises qui ont besoin de rentrer dans la croissance aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on veut les mesures. Regardez sur les 50 milliards d'économies. Vous avez entendu où c'est qu'elles se font? Sur le dos des autres. Voilà. Donc rien de nouveau. Non, une dernière question sur l'attitude de la droite, parce que c'est ma première question. Est-ce que c'est digne de la droite de réagir comme ça dans l'hémicycle? Je comprends que vos questions portent uniquement sur l'attitude de la droite. Moi, mes réponses portent sur le discours du Premier ministre, qui n'est pas à la hauteur des enjeux pour les Français. C'est une centaine de milliards qui sont nécessaires pour respecter la trajectoire européenne, qui est une trajectoire de bon sens d'ici 2017, avec un calendrier déjà élargi, détendu, retardé, pour financer par ailleurs les mesures du pacte de responsabilité, les quelques autres mesures annoncées par le Premier ministre. Je pourrais vous faire la décomposition des chiffres. Il faut entre 95 et 100 milliards d'euros. Donc dire 50, c'est mentir, c'est sous-évaluer l'ampleur de la marche à franchir. Et même si on devait se contenter des 50 milliards, prenez les chiffres du Premier ministre, il a décrit à coup de serpe 39 milliards, pas les 50. Et dans les mesures dont il parle par exemple d'une réforme des départements d'ici 2021, d'une baisse de l'impôt sur les sociétés en 2020. Mais attendez, le terme de cette législature, c'est 2017. Il se moque des Français, il leur ment. Pour un Premier ministre qui dit avoir un devoir de vérité, c'est assez mal parti. Vous avez voté la confiance? Non, je ne vais pas voter la confiance, mais pour tout vous dire, l'avoir écouté aujourd'hui, et d'autres l'ont écouté, je crois vraiment que ça ne donne pas du tout envie de lui voter la confiance. Pardon à Jean-Marc Ayrault, Donc nous n'avons rien appris, sinon qu'on était en train encore de faire des cadeaux aux chefs d'entreprise, notamment avec la suppression des charges sur les bas salaires, qui va avoir des effets dévastateurs, qui risque de créer quelques emplois, mais dans le secteur non qualifié, et qui ne va pas favoriser la compétitivité, puisque c'est les salaires les plus élevés qui devraient bénéficier d'exonération, en tout cas d'allègement de cotisations sociales, pour favoriser précisément la compétitivité
avec des emplois de personnes qualifiées. Donc voilà, il y a toute une série d'autres choses qui ont été proposées qui vont remettre en cause les services publics. Et donc ça ne me paraît pas du tout correspondre à la réponse qu'il fallait apporter à ce que nous avons, à la raclée qu'a subi le Parti socialiste à l'occasion des élections municipales. Que le groupe écologiste annonce qu'il votera majoritairement. Oui, ça c'est le coprésident qui dit le groupe écologiste va voter majoritairement. Ça c'est sa vision des choses. Non, ce n'est pas ça. Il y a 10 députés qui vont voter la confiance, mais nous sommes 6 ou peut-être même 7 à nous abstenir, et il y a un vote contre, celui de notre député devenu apparenté. Donc si vous calculez comme moi, il n'y a pas besoin d'être agrégé de mathématiques, vous voyez que ce n'est pas ce qu'on appelle une majorité. C'est une petite majorité contre une forte minorité. Mais c'est tout ça pour ça finalement, Et oui, tout ça pour ça, tous ces jeux de rôle, tous ces allers-retours, tous ces commentaires sur les écologistes qui se tirent une balle dans le pied, qui n'acceptent pas les propositions alléchantes de M. Valls. Vous avez vu ce qu'elles sont devenues, les propositions alléchantes de M. Valls? La transition énergétique qui se transforme en une loi bas carbone, une transition énergétique qui dure, à laquelle il consacre 25 secondes, qui ne sont rien d'autre que le copier-coller, la répétition de ce qu'il y avait dans l'accord vert-PS de novembre 2011. Rien de nouveau sous le ciel de la Hollandie. On continue comme avant et même on amplifie un cap que nous dénoncions déjà. Donc il est tout à fait logique et cohérent que nous ne soyons pas dans ce gouvernement. Et que 10 votent quand même pour la confiance. Écoutez, ce sera mes amis députés qui ont voté la confiance, qui ne se sont pas abstenus d'assumer leurs contradictions et leurs responsabilités. Enfin, s'ils s'imaginent qu'on va fonctionner au coup par coup avec un soutien à géométrie variable, c'est pas comme ça que l'on va engager le sursaut de l'écologie politique. Il faut la remettre en mouvement avec des objectifs. Ça ne veut pas dire qu'on mise sur l'échec de ce gouvernement. Nous sommes dans une majorité. C'est à nous de la faire évoluer. Mais on a très bien compris, en tout cas pour un certain nombre d'entre nous, à commencer par Mme Duflot et M. Canfin, que ce n'est pas au gouvernement que l'on peut changer les choses. Trop d'arbitrages ont été perdus, de grands arbitrages qui ont été en notre défaveur. Et donc c'est par la base, et c'est à la base que nous avons réussi nos dernières... c'est à la base que nous avons montré notre capacité à changer les choses. Je pense à la victoire de Grenoble, mais aussi à Paris. Madame Hidalgo n'aurait pas été élue comme elle l'a été s'il n'y avait pas eu un bon score des écologistes au premier tour. Et Notre-Dame-des-Landes, dont on a beaucoup parlé, mais Notre-Dame-des-Landes, si je puis dire, a beaucoup de plomb dans l'aile depuis que les écologistes ont fait un bon score au premier tour à Nantes et qu'ils ont réussi à imposer aux socialistes au deuxième tour le fait qu'il faille épuiser tous les recours. Épuiser tous les recours, ça va durer 4 ans. Donc je pense que le projet de Notre-Dame-des-Landes aura été enterré d'ici là. Ça ne l'aura pas été par le sommet, mais par la base. On a quand même l'impression qu'il a réussi son pari, Manuel Valls, à force peut-être de communication, d'aller serrer des louches un peu partout et de parler à beaucoup de monde. C'est vrai, il a prononcé plusieurs fois le mot de dialogue aujourd'hui. Il a ressoudé sa majorité, ou une très grande partie de sa majorité autour de lui. Il a ressoudé le Parti socialiste autour de lui. Je ne sache pas qu'il ait ressoudé la majorité. Mais j'allais dire c'est tout à fait normal et ça me rassure de voir qu'il a ressoudé le Parti socialiste autour de lui. Mais là, nous sommes mardi. Et les mois vont passer, les semaines vont passer. On verra comment se comportent ces députés socialistes qui se sont réunis pour exiger un changement de cap. La réponse qu'ils viennent leur apporter, c'est qu'il n'y a pas de changement de cap. Et en plus, les propositions qui sont faites ne vont pas du tout dans le sens que l'on aurait pu attendre. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de cadeaux qui sont faits aux entreprises qui ne créeront pas sans doute d'emplois pour autant et qui vont même recruter des gens avec des bas salaires, puisqu'ils sont exonérés de charges et de cotisations sur les bas salaires. Et donc on va encore assister à une précarisation des salaires plus élevés et des gens formés pour faire entrer des gens qui sont peu qualifiés. C'est pas comme ça qu'on retrouvera la compétitivité. On est très loin du pacte proposé par le président de la République. Comment vous avez trouvé la prestation effectivement du Premier ministre, l'exercice, vous qui êtes en plus un ancien journaliste? Le Premier ministre est un bon orateur, il a le sang-froid. Il s'est montré à la hauteur, mais il a tenu un discours de politique générale. Et pour moi, dans politique générale, il y a politique et générale. C'était plus général que politique. Donc ça veut dire, excusez-moi monsieur le oui. président, ça veut dire... Comment? Ça veut dire M. Héron et M. Valls, blanc, bonnet, bonnet, blanc.
Oui, c'est la même chose. Monsieur Hérault et Monsieur Valls ne fait que poursuivre avec un caractère et une personnalité différente ce que faisait Monsieur Hérault. Une bonne chose. Sur le fond, sur les réformes économiques, franchement, les annonces me paraissent un petit peu justes et j'attends vraiment d'en voir plus parce qu'il y a notamment sur les charges salariales une annonce intéressante mais qui me paraît légère. Par contre, sur la réforme des collectivités territoriales, là des annonces qu'on n'attendait pas et qui vont vraiment dans le bon sens, dans le sens de enfin en finir avec ce millefeuille qui coûte très cher et qui paralyse les décisions et qui paralyse même le travail au-delà des associations, enfin, ça va très loin. Donc ça c'est plutôt une très bonne chose. Sur la loi sur la transition énergétique, il a dit et répété ce que nous avait dit et répété le président de la République depuis qu'il a été élu. Donc nous, face à tout ça, notre travail en tant que député et en tant que député de la majorité, c'est de faire en sorte de faire ce pourquoi on a été élu, c'est-à-dire appliquer le programme qui avait été proposé par François Hollande et puis ce qui avait fait notre pacte de majorité. Donc notre travail à nous, c'est de peser le plus possible dans cette majorité pour que enfin François Hollande applique ce qu'il avait dit qu'il ferait. Si vous aviez une note à lui mettre. Oh là là, franchement... Mouillez-vous. Franchement, j'en sais rien. Il a la moyenne. Voilà, je lui donne la moyenne. La confiance, elle va se construire sur les textes, notamment sur le pacte de responsabilité. Il a annoncé notamment qu'il y aurait une loi de finances rectificative sur le sujet. Moi, j'aurais préféré, et on va faire pression aussi pour qu'il y ait un texte particulier sur ce pacte pour que le Parlement ne voit pas juste ce truc passer sans pouvoir en discuter. Et ça, on va travailler avec les députés socialistes qui ont fait leur déclaration pour pouvoir justement faire pression là-dessus. Nous, on ne restera pas là à regarder passer les trains, on sera très vigilants et constructifs. Donc on veut être là pour l'élaboration des lois, notamment sur la loi sur la transition énergétique, mais certainement pas des spectateurs inutiles. C'est bon pour moi. On considérait que le discours porté, que les mots utilisés par le Premier ministre étaient de nature à créer de la confiance. Confiance chez les Français et confiance chez les parlementaires qui vont, je le pense maintenant, accompagner fortement l'action qui va être difficile, rude dans les prochains mois, mais l'action qui va être menée avec énergie par le Premier ministre. Il y a toujours, quand on est au sortir d'un scrutin tel que nous avons connu, avec une défaite, quand il y a cette crise qui est toujours présente, quand il y a ce chômage qui est toujours trop fort, il est normal qu'il y ait du scepticisme. Emmanuel Valls le sait, je le sais avec lui. Et nous avons un travail d'animation à faire de la majorité pour l'amener à partager tous les ingrédients de réponse que nous allons mettre en œuvre à partir de maintenant, les textes que nous allons faire voter, les choses sur lesquelles le Premier ministre s'est engagé aujourd'hui. Et donc il y a un travail à faire qui n'est pas simple et il faudra démonter un à un tous les scepticismes pour arriver à faire en sorte que les Français eux-mêmes se mobilisent derrière la politique menée par Manuel Valls. Télévision ivoirienne. Oui. La télévision ivoirienne. Pour Event News TV. Oui, le Premier ministre vient de faire son discours de politique générale. Quel est le sentiment vraiment que vous avez par rapport à ce discours ? Le premier sentiment, c'est quand même, je crois que ce qui va frapper l'opinion, c'est la modernité de notre Premier ministre. C'est quand même une nouvelle génération politique, son dynamisme. Je pense quelqu'un qui a eu un discours très net sur le bilan et qui sait que si la gauche doit s'en sortir, elle doit faire un effort important. Donc on peut considérer qu'on est mené 1-0 à la mi-temps, mais que la deuxième mi-temps commence, le match n'est pas fini. Voilà. Le match n'est pas fini, il reste Le match encore n'est pas 3 ans. fini. Exactement. C'est bon ? Merci. Ok, merci. Tidiane Oula, depuis l'Assemblée nationale pour Event News TV. Merci et à bientôt. Paris, Abidjan, Bamako, Londres.